Laurent Koné-Ikes, Mohamed Ould Abdelaziz, bien sûr ancien président mauritanien arrêté, que lui reproche-t-on? Alors, merci Koné-Ikes. D'abord, il faut rappeler que Mohamed Ould Abdelaziz est un ancien président mauritanien né, bien évidemment, le 20 juin 1956. Il a dirigé la Mauritanie de 2004 à 2005 d'abord dans un premier temps, et puis après, de 2008 à 2009, dans un premier temps, et après il a pris le pouvoir en 2009, et pour finir le 1er août 2019. Donc il a fait pratiquement 11 ans à la tête de la Mauritanie. Et il se fait que depuis 2019, c'est son successeur qui est là, Mohamed Abdelaziz Ghazouani, qui est là, qui avait été son ancien chef de cabinet et son ministre. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Mohamed Ould Abdelaziz aujourd'hui? On lui reproche des dossiers de corruption, de blanchiment d'argent, de dilapidation de biens publics. Donc, le tribunal avait été saisi depuis août 2020 et depuis là, il devait répondre à la justice. Il avait été mis en résidence surveillée. Et depuis mars dernier, il avait été inculpé. Donc, il était en résidence surveillée, il ne pouvait pas sortir du pays. De toute façon, lui aussi, il refusait d'aller en exil. Il a cité même des pays, le Sénégal, le Mali, de toute façon, qui n'ira pas en exil, qui devrait répondre. Et chaque fois qu'il était convoqué à la police, il s'y rendait même à pied pour susciter des attroupements, histoire de voir des gens le soutenir. Et il avait même reproché à l'époque que chaque fois qu'il sort pour aller au niveau de la police répondre à une convocation, ses fans étaient matraqués, étaient matés, étaient réprimés dans une certaine mesure. Donc depuis hier, il a été arrêté. Il a été arrêté parce que depuis quelques jours, il ne répondait plus à la convocation de la police, aux convocations de la police. Il refusait de s'y rendre. Et voilà, c'est peut-être ça qui a fait que la justice est passée à la vitesse supérieure. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement dans cette affaire? C'est une affaire politique ou simple question de formalité judiciaire? Mohamed Ould Abdelaziz, pour lui, c'est un règlement de compte. Il estime que c'est un règlement de compte et que c'est pour ça qu'on l'attaque. Alors que pour le pouvoir en place, ce n'est pas un règlement de compte, c'est parce que le pouvoir en place estime que le pays avait été mal géré, donc il y avait dilapidation des ressources publiques, il y avait corruption, il y avait blanchiment de capitaux, détournement de fonds, et donc pour ce faire, tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier devront répondre. Et il faut préciser que ce n'est pas seulement l'ancien président qui est cité dans cette affaire. Il y a une dizaine de personnalités mauritaniennes qui sont aussi impliquées dans cette affaire et qui étaient aussi sous le mandat sous contrôle judiciaire. Donc, autant on peut estimer peut-être pour l'ancien président que peut-être c'est un règlement de compte, encore que c'est son ancien chef de cabinet et son successeur, celui qui a travaillé sous ses ordres pendant des années et qui aujourd'hui est président de la République, qui l'a préparé d'ailleurs à venir au pouvoir, mais qui aujourd'hui en vient à lui demander des comptes. On peut, dans une mesure, penser que c'est un règlement de compte, mais quand le pouvoir en place prend la parole, c'est pour dire oui, le pays avait été mal géré, il y a des sous qui ont été détournés, il faut que ceux qui ont détourné ces sous puissent rendre gorge pour qu'on puisse avoir des ressources. Alors on a évalué des maisons, des immeubles qui ont été, des comptes qui ont été gelés, des immeubles qui ont été saisis, des voitures qui ont été saisies. On a évalué ça à pratiquement 96 millions d'euros. Et sur les 96 millions d'euros, 67 millions d'euros appartenaient à l'ancien président uniquement et 21 milliards appartenaient à son gendre. Donc vous imaginez l'ampleur de ce qu'on reproche déjà à l'ancien président. Lui seul qui justifie cette fortune. Voilà, donc lui seul qui détient 67 millions de fortune, en fait, sur les biens qui ont été saisis et les comptes gelés, et son gendre qui en dispose 21 millions d'euros. Donc ça montre clairement peut-être qu'il y a quelque chose à lui reprocher. Mais pourquoi pense-t-il que c'est un règlement de compte? Est-ce qu'il a encore des intérêts politiques ou est-ce qu'il représente encore, je ne sais pas, politiquement un danger pour le président actuel? Non, mais écoutez, aujourd'hui, il n'a que 64 ans. Donc, évidemment, il peut revenir au devant de la scène. C'est bien possible. Vous savez, tout est possible en Afrique, sous nos cieux. Il peut revenir au devant de la scène. Et donc, peut-être qu'il constitue une menace pour l'actuel président qui est là, qui a travaillé sous ses ordres, justement, qui connaît peut-être sa force de frappe, qui connaît aussi ce dont il est capable et qui peut-être trouve les moyens, les voies et moyens de le contraindre au silence. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'il est convoqué à la police, il s'y rendait à pied pour permettre, pour susciter des attroupements et pour montrer qu'il était encore populaire. Et quand c'est comme ça, le pouvoir qui est en place n'apprécie guère cette situation.
dans une certaine mesure aussi, il faut préciser aussi, quand vous regardez un peu la situation, on avait eu une situation similaire en Angola, avec l'actuel président de l'Angola face à la famille de Santos, qui a été pratiquement fait par la famille de Santos, mais quand il est venu au pouvoir, il a demandé clairement à ce que les deux Santos se retournent à l'État, ceux qui ont décliné, ils ont pillé au niveau à la tête de l'État. Et aujourd'hui, Isabelle de Santos, qui était la femme la plus riche d'Afrique, est tellement en difficulté. Ses comptes ont été gelés, ses avoirs ont été saisis dans une certaine mesure. Je crois que c'est un nouveau vent qui souffle en Afrique pour montrer que quand un président ou quelqu'un qui gère un pays se croit tout permis et en amasse suffisamment, il peut aussi comprendre qu'un jour, celui qui lui succède puisse un jour arriver à lui demander de rendre gorge. Mais est-ce que quelle est la réaction de la classe politique ou des Mauritaniens même par rapport à cette affaire, et puisque le président actuel aussi faisait partie de l'autre équipe, justement? Oui, justement, vous savez, vous pouvez être sous un chef qui détourne et ne pas avoir les mains souillées entre griffes. Il y a beaucoup de personnes qui servent parfois des chefs d'État, qui font bien leur travail, qui sont là, qui observent tout et qui voient comment les gens dilapident, détournent des fonds, mais qui ne parlent pas. Et ils prient toujours Dieu pour dire, le jour où j'aurai la possibilité d'avoir le pouvoir, je pourrai leur demander de rendre compte. Donc c'est peut-être la situation. Pour certains Mauritaniens, c'est une bonne situation. C'est bien de demander des comptes à l'ancien président. C'est vrai que l'ancien président ne manque pas de partisans qui pensent toujours que c'est un règlement de compte, que c'est une chasse sorcière. Mais toujours est-il que le problème dont parle l'actuel président, c'est que les fonds qui ont été saisis, en tout cas toute la fortune qui a été détournée à la tête de la Mauritanie, il faut retourner ça à la Mauritanie pour qu'on puisse développer la Mauritanie. Vous voyez le combat qui est fait en Angola, les fonds maintenant, des comptes ont été gelés, des fonds sont retournés en Angola pour permettre à ce que l'actuel président ait les ressources. Parce que quand il est arrivé, il n'avait pas de ressources pour travailler, il avait tellement de difficultés. Donc c'est autant la même situation dans certains pays. D'accord. Alors, Laurent Anthony Kess, merci pour ces précisions. Donc, par rapport donc, à l'actualité au niveau donc, de la Mauritanie. Et puis, bonne journée à vous, où on se prononce sur un sujet de l'actualité. Bon, c'est pas si vous en avez. Le béninois qui est en train d'être maintenu à la tête de la fédération après donc, cette débâcle, c'est pas la raclée, ou pas forcément la raclée, mais l'élimination du Bénin. Oui, ça a été une surprise pour beaucoup de Béninois hier de constater que le sélectionneur béninois a été reconduit, que le sélectionneur béninois a été reconduit, malgré tout ce qu'on a reproché à cet entraîneur. La grande partie des journalistes sportifs, en tout cas les journalistes sont unanimes sur un fait, l'entraîneur a montré sa limite. Et pour certains acteurs, en tout cas certains connaisseurs du football, l'entraîneur a tout le temps montré ses limites. Quand on regarde le match face au Nigeria, quand on regarde le match face à la Sierra Leone, et quand on regarde certaines choses qui se sont produites par le passé. Et quand on regarde même la CAN, vous savez, on est allé à la CAN, on est allé au quart de finale, mais ce n'était pas une raison suffisante. Parce que quand vous regardez le jeu, combien de buts le Bénin avait gagné à la CAN? Et il faut dire que il y avait une constance pour qu'ils se retrouvent à la CAN, mais au fond, il n'y avait pas un fond de jeu bien concret. Donc, aujourd'hui, si ceux qui payent l'entraîneur Michel Dussier, Techacus, le président de la Fédération béninoise de football, Mathieu Techacus, et le ministre Omeki, et puis de surcroît, le gouvernement pense qu'il faut le reconduire, il faut qu'il se rappelle toujours aussi que c'est l'argent du contribuable, et que le contribuable aussi a des comptes à leur demander. Et de toute façon, on attend de voir quels seront quels ont été les objectifs? Est-ce que l'entraîneur était recruté pour faire qualifier l'équipe ou pas? L'entraîneur est recruté pour qu'on soit qualifié ou pas, il reste et il continue. Peut-être qu'il était recruté pour faire ce qu'il peut. Il n'y a pas pour autant d'enjeu qu'on lui a fixé. Donc, il a fait ce qu'il peut. Et si on le reconduit, c'est que peut-être qu'il a satisfait ceux qui ont aux exigences de ceux qui l'ont recruté. Donc, qui sommes-nous pour en parler? On va attendre pour voir pour les éliminateurs de la CAN et de la Coupe du Monde si cette équipe a été en difficulté face à la Sierra Leone avec tout ce qu'on a eu, avec toutes les avances qu'on connaissait, peut-être qu'on supposait avoir par rapport au Bénin, et que cette équipe a fini par nous battre avec cette situation. J'estime que pour la Coupe du Monde, les éliminatoires, peut-être qu'on va continuer avec les mêmes équipes, mais je crois fondamentalement qu'il faut travailler à recruter des jeunes, les locaux, les préparer. Tous ceux dont on parle aujourd'hui qui sont professionnels ont commencé quelque part.
Et c'est au fil, en tout cas au bout du rouleau qu'on a constaté qu'ils ont des talents. On est allé les chercher dans les clubs en Europe, un peu partout. Donc ceux que nous avons comme locaux ici, on peut aussi les préparer. On peut les préparer aussi à atteindre ce niveau. Ceux dont on parle, Khaled Adeno, Cesseyon, qui sont les plus en vue dans le club, dans notre équipe aujourd'hui, ont commencé, on les a vus jouer dans nos quartiers ici. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas retourner à la base et fondamentalement comprendre que bon, le football du Bénin doit être repensé autrement. Les internationaux qui s'expriment mieux dans leur club, mais quand tu retournes en équipe nationale, ça pose toujours un problème. Ça a toujours été comme ça. Vous savez, là-bas, c'est les euros, c'est les dollars, peut-être c'est les livres sterling. Et donc, de ce point de vue... Ça motive davantage. Ça motive davantage. Mais il y en a, actuellement, il y en a ici aussi, non? Où ça? Mais les primes de match sont... Ils ne sont pas payés en euros quand même. C'est CFA. Vous imaginez quand on fait l'échange en euros pour aller vivre en Europe, vous savez que ça coûte. Mais c'est quand même, ils en aperçoivent suffisamment pour faire frémir suffisamment, les poteaux. Suffisamment, je ne connais pas les primes, mais est-ce qu'ils en reçoivent vraiment suffisamment? Parce que s'ils en recevaient suffisamment, je crois qu'ils auraient... Quand on a suivi cette match, ils étaient figés complètement face à la Sierra Leone. Et d'autres mauvaises langues disent qu'il y avait déjà des dissensions dans l'équipe avant qu'il n'aille en Guinée-Conakry et que c'était pratiquement 2 camps. Quand c'est comme ça, il faut régler les problèmes avant d'aller se pointer devant un adversaire. Merci, Laurent Anthony. On espère quand même bien que la maison sera donc bien réorganisée. Donc, Michel Doucier, donc de toute façon, les joueurs que nous avons aujourd'hui sont fatigués. Il y en a qui vieillissent déjà. Il faut repenser l'équipe. Il faut repenser l'équipe totalement. Et aller chercher des jeunes. On a vu le jeune Bourreau de Parakou qui a été mis dans l'équipe face à la Sierra Leone. Et qui bougeait beaucoup. On a vu ce dont il était capable. Donc ça veut dire qu'on peut faire confiance aux jeunes locaux et aller chercher d'autres jeunes dans d'autres clubs, peut-être en Europe aussi, évidemment. Mais il faut finalement commencer par remplacer ces gens-là qui sont fatigués. Merci, Laurent Anthony Ikes.